Les grands entretiens. Un podcast by Né. Il existe autant de façons de composer un parfum qu'il existe de créateurs. Né vous invite à découvrir leur parcours, leurs pratiques et leurs visions. Ce podcast vous est raconté par Guillaume Tesson. Pierre Guéros, parfumeur chez Symrise à Paris, cultive un secret. Au sud de Carpentras, dans le Vaucluse, il veille sur un îlot de nature préservé de 2 hectares. Dans ce jardin extraordinaire, qu'il rejoint dès que son emploi du temps le lui permet, s'épanouissent des dizaines de variétés de plantes et d'essences méditerranéennes. Quand il ne compose pas des parfums pour Avon, Carolina Herrera, Natura ou encore l'Orchestre Parfum, c'est là qu'il vient se ressourcer loin de la capitale. Un lieu idéal pour en savoir plus sur son parcours, ses inspirations et sa sensibilité de créateur. Donc le jardin est refuge LPO, c'est Ligue de protection des oiseaux. J'adore les oiseaux, c'est un truc qui me tient énormément à cœur. Même à Paris, notre balcon il est LPO. Ça implique un certain nombre d'aménagements dans le jardin. Alors on est intrus ici, donc c'est-à-dire que par exemple à chaque fois qu'on ouvre la maison, on trouve le Loir qui dégarpille, les bébés scorpions qui ont élu domicile dans la chambre d'amis. Enfin on est vraiment invités chez nous, quoi. C'est plutôt eux qui sont chez eux. Et c'est très bien comme ça. C'est un jardin extraordinaire. Il y a des canards qui parlent anglais, leur donnent du pain, ils remuent leur derrière en disant « Thank you very much, Monsieur Trenet ». Un peu pompeusement, mais surtout parce que j'adore Charles Trenet, j'ai appelé cet endroit le jardin extraordinaire, parce qu'à mes yeux, il est extraordinaire. Je suis parisien, alors j'ai cette fascination un petit peu à la Marie-Antoinette pour la nature, c'est-à-dire quelque chose de... Des gens qui ont grandi dans des villages ont un rapport à la nature qui est très simple, c'est finalement leur environnement. Nous, il y a quelque chose d'un peu mystérieux dans la nature quand on est parisien. On ne sait pas forcément comment les choses poussent, comment les choses grandissent, etc. Et c'est vraiment pour ça que j'avais envie d'avoir un jardin, parce qu'à l'intérieur de moi, je sentais que c'était quelque chose dont j'avais besoin et dont j'avais été un peu privé, parce que j'ai toujours vécu dans un monde urbain. J'ai la chance de vivre dans plein d'endroits différents, mais toujours en ville, que ce soit à Paris où j'ai grandi, ou à Munich, à Dubaï ou à New York. Donc j'ai toujours eu un peu une fascination pour la nature, mais j'ai jamais pu assouvir ce besoin de faire pousser des choses. Et depuis 5 ans, j'ai découvert cet endroit à mes yeux extraordinaire, et c'est pour ça que je l'ai appelé Jardin Extraordinaire. Comment vous l'avez découvert ? Alors en fait, on est venu en vacances dans la région, on avait un cahier des charges très très particulier pour 1 ou 2 agents immobiliers, c'était d'avoir une toute petite maison et d'avoir un très grand jardin, à l'abri du bruit, à l'abri de ce que les gens apprécient en général, les restaurants, les cafés, etc. Parce qu'en vivant aux Abbesses, ça, moi je l'ai tous les jours. Et donc j'avais envie d'autre chose. En fait, vous avez vu quand on est arrivé, on a pris un chemin qui est limite carrossable. Et là, on était avec l'agent immobilier sur ce petit chemin de gravier qui passait à travers la forêt, etc. On avait déjà le sourire aux lèvres parce qu'on savait que ça allait matcher, quoi. Alors, quand on arrive, on ne se rend pas forcément compte. On voit donc cette petite maison qui est une ancienne bergerie, c'est ça ? Oui, alors ça a été jusque dans les années 90 une petite bergerie qui était là à peu près depuis 150 ans, qui n'avait pas été aménagée de façon particulière pour pouvoir accueillir une vie moderne et voilà, une vie de vacances dans mon cas. Et puis quand on a vu cette petite maison perdue voilà, au milieu des bois, ça a été immédiatement un coup de foudre. Et donc en arrivant, on ne se rend pas vraiment compte de la superficie du jardin. Est-ce qu'il est grand comment ? Pour moi, il est plutôt grand. À force de planter, bientôt je le trouverai trop petit, mais ça c'est une autre histoire. En fait, ce qui fait à peu près 2 hectares, un peu moins de 2 hectares, ce qui nous permet quand même de nous exprimer sur le jardin, mais on ne voit pas que le jardin est si grand parce qu'en fait, dans le sud de la France et un peu dans tous les climats secs, on organise en général les prairies sous forme de paliers, on appelle ça des restanques dans le sud de la France. C'est-à-dire des murs en pierre sèche de soutien qui permettent de retenir la terre, l'eau,
qui permettent en fait à des pâturages ou bien à des cultures d'oliviers ou à des vergers d'exister. On commence la visite ? Allez, c'est parti. On a organisé en fait le jardin de la partie la plus proche de la maison avec quelque chose d'un peu plus structuré jusqu'à la partie la plus éloignée, un peu plus sauvage. C'est un peu cette idée qu'on retrouve dans beaucoup de jardins de ce qui est proche de la maison, c'est ce qui est nourricier par exemple. Donc là, on a des figuiers, on a des amandiers, on a des abricotiers, on a des plantes aromatiques qui sont à disposition pour faire la cuisine. Et plus on s'éloigne, et moins on a de plantes utiles. Et on a un peu la transition avec une grande prairie entre le jardin un petit peu organisé et puis la forêt. Donc là, on est très proche de la maison et on va s'arrêter, c'est la première étape peut-être, notre première étape, pour regarder les feuilles d'acanthe et les fleurs d'acanthe. Parce qu'en fait, j'ai grandi dans le 17e arrondissement, à Paris, d'un père qui était d'origine grecque, qui arrivait très tôt en France, vers 4 ans, et qui vient du nord de la Grèce. Et j'avais envie d'avoir des acanthes dans mon jardin, qui sont, comme dans l'architecture classique grecque, un des ornements du style corinthien, avec feuilles d'acanthe. Voilà, et quand on apprend ça dans les livres, quand on est à l'école, ça paraît un peu abstrait. Et là, de les voir, vous voyez à quel point c'est magnifique, c'est prolixe. On a des fleurs qui sont absolument extraordinaires, qui sont roses, qui sont blanches, avec des feuilles qui représentent bien cet élément d'architecture. C'est très étagé, c'est ça. Si on devait décrire, comment est-ce qu'on peut décrire cette... C'est un peu comme un parfum bien réussi, c'est-à-dire qu'il y a une très grande verticalité, avec quelque chose qui est assez impressionnant, qui pourrait être un peu comme une tête de parfum, avec des couleurs, avec un certain panache. Oui. Et puis tout un couvert de feuilles luisantes qui sont plus dans la verticalité, etc. De très très grandes feuilles. D'ailleurs, c'est étonnant parce que ça pousse extrêmement vite. On passe de la toute petite feuille du petit bourgeon à la grande feuille en très peu de temps. Et ça recouvre une surface incroyable. En effet, un lien avec la Grèce, les origines, le pays de naissance de votre père, qui avait un atelier à Paris, c'est ça ? Oui, alors ça, c'est vraiment des grands souvenirs de mon enfance, olfactif mais pas que. C'est-à-dire que c'était vraiment cet immense atelier qui était rue d'Hauteville dans le 10e arrondissement. Il y avait énormément de fourreurs. Mon père était fourreur. Il faisait la transcription en collection cuir et fourrure pour des grands couturiers. Parce que c'est vraiment un métier particulier de travailler cette matière première. Alors maintenant, ça paraît un petit peu rétrograde, un petit peu passé de mode et à juste titre la fourrure, etc. Mais c'est vrai qu'à cette époque, j'avais un bonheur fou à passer du temps dans l'atelier. D'abord, je pense qu'on est tous comme ça quand on a des parents qui ont soit une boutique, soit un atelier. On adore être avec eux parce qu'on joue un peu les grands. Et en même temps, je me souviens très très bien de ces odeurs d'atelier, avec ces odeurs de poussière, de bois, parce que en fait, les fourrures qui sont très précieuses, elles sont plutôt conservées dans de grands meubles qui sentent cette patine particulière des très très vieux meubles. Et puis, par exemple, la première fois que j'ai senti à l'école de parfumerie le musc cétone, qui est un musc là aussi un petit peu passé de mode pour plein de raisons, mais que j'adore, ça m'a rappelé vraiment l'odeur de la fourrure. Donc voilà, c'est un des premiers grands souvenirs olfactifs. C'est la fourrure et le cuir. Et d'ailleurs, j'ai fait depuis plein de parfums qui, d'une façon ou d'une autre, réinterprètent cette référence au cuir. Et principalement, je me souviens encore, j'ai un parfum qui s'appelle Bagage à main. En fait, quand j'ai eu 18 ans, mon père a fait pour moi un sac magnifique en cuir qui venait d'Italie, que j'ai toujours et que je garde avec grand plaisir. Et ça a été une des inspirations de prendre mes premiers parfums. Est-ce qu'à l'époque, déjà, il y a d'autres parfums, d'autres odeurs qui vous donnent envie de vous orienter vers le métier d'aujourd'hui ? Ou c'est venu à quel moment ? En fait, j'ai toujours été un bon élève, un peu un rat de bibliothèque. Il y a plein de choses qui m'intéressaient. J'ai eu envie de devenir archéologue, j'ai eu envie de travailler dans la police scientifique. J'ai eu envie de faire plein de choses. Mais dans mes goûts, dans mes hobbies, dans la façon dont je voyais le monde, et sans m'en rendre compte finalement, parce que c'est des choses qui vous nourrissent, et puis après, on peut rétrospectivement dire oui, effectivement, j'avais ce lien avec les odeurs.
J'ai toujours adoré cuisiner, j'ai toujours adoré faire de la pâtisserie. J'ai toujours été assez contemplative, j'ai toujours aimé me promener seule. On avait une petite maison de campagne dans l'Yonne. On me retrouvait à 2-3 kilomètres, mes parents étaient inquiets en permanence parce que voilà, j'allais voir un insecte, j'allais sentir une fleur, j'allais faire un peu mon petit bout de chemin tout seul. Tout ça, peut-être, sont des signes que j'avais envie de faire quelque chose autour des odeurs. Mais en fait, assez banalement, et d'ailleurs, j'en profite pour dire à tous ceux qui ont envie de faire des choses, d'aller aux journées portes ouvertes des écoles et des universités, parce qu'en fait, j'avais la chance d'apprendre la biochimie à Versailles, à l'université de Versailles. Et en fait, beaucoup de mes collègues de l'université avaient entendu parler de l'ISIPCA, adoraient l'ISIPCA, avaient envie de devenir parfumeurs. Je les ai juste accompagnés. Alors je dis souvent que c'est un peu comme les gens qui deviennent croyants en rentrant dans une cathédrale. Bon, c'est pas tout à fait pareil, c'est pas aussi holistique. Mais je suis rentrée à l'ISIPCA, j'ai commencé à sentir, j'ai trouvé ça extraordinaire. Et très vite, j'ai passé le concours de l'ISIPCA. J'ai été pris en haut du tableau et j'ai trouvé rapidement un stage dans une petite société merveilleuse qui s'appelait Sinarome, qui existe toujours. Et le chemin était... Il y avait enfin une trame, un fil rouge, et voilà, j'y suis toujours, quoi. Là, vous voyez, on arrive déjà dans un endroit où j'ai construit un petit mur en pierre, parce qu'en fait, alors mon arrière-grand-père était tailleur de pierre, mon arrière-grand-père français. Et j'ai l'impression que j'ai gardé de lui, peut-être un peu au fond de mon ADN, cette envie de construire des choses. J'adore construire des murs en pierre sèche. Là, j'ai construit un petit mur en pierre sèche pour délimiter en fait un carré dans lequel j'ai tenté, alors un peu laborieusement, hein, vous voyez, ça n'a pas 100% marché, de planter 3 rangs de vignes. Ah oui. Voilà, pour respecter une espèce d'esthétique méditerranéenne avec le triptyque hérité de la Grèce antique, les céréales, donc le blé, la vigne et puis en fond l'olivier qu'on retrouve un peu partout dans le jardin. C'est normal, on est en Provence. Et là, vous voyez, il y a une plante qui me tient vraiment à cœur. Bon, elle a une double histoire. D'abord, elle raconte un peu l'histoire de mon passage au Moyen-Orient. C'est-à-dire, j'ai eu la chance de travailler pour Symrise presque 4 ans à Dubaï. Un goût que j'avais déjà pour l'Orient, pour le Moyen-Orient, a pu vraiment s'affirmer parce que j'ai rencontré des gens formidables, des gens de mon équipe Symrise qui m'ont permis de comprendre intimement, en posant toutes les questions que j'avais envie de poser, comment fonctionnait la région, avec ses antagonismes, avec les références historiques, avec les goûts, avec comment se passe un mariage, comment se passent les relations entre hommes et femmes, comment se passent les relations dans une famille. Et j'ai apprécié vraiment cette région pour ça, pour plein de choses. Olfactivement, ça a été extraordinaire. Tout le monde sait la richesse du marché du Moyen-Orient en termes de dynamisme, mais aussi en termes d'opportunités de parfums, des prix de jus fous, des clients qui mettent dans une bouteille un parfum juste parce qu'ils l'aiment ou parce qu'ils vous aiment. Il y a un lien affectif et émotionnel très fort. Alors que, par exemple, quand on travaille par exemple à Paris, on doit faire beaucoup de retravaux, parfois passer par des tests, convaincre des équipes marketing. Souvent, au Moyen-Orient, il suffit juste d'avoir un relationnel avec le propriétaire de la marque et de le convaincre, avec de très bons parfums bien sûr, que c'est le parfum dont il a besoin. Et là, cette plante, donc, qui est un origan de Syrie, qu'on appelle aussi za'atar, qu'on utilise beaucoup au Liban, en Syrie, enfin au Moyen-Orient en général, comme condiment aromatique, par exemple, sur les manakish, c'est-à-dire les petites pizzas libanaises. En fait, cette plante, quand je l'ai vue, quand je l'ai découverte, c'était une des premières plantes que j'ai plantées dans le jardin. Alors, comme tout ce qui pousse ici, parce qu'en fait, on ne pousse pas la nature, c'est en permaculture sans vraiment le dire, c'est-à-dire que la plante pousse sans soin particulier, sans fertilisant, sans eau. Simplement, elle a la faculté de pousser parce qu'elle est adaptée au milieu. On aura l'occasion de sentir plein de choses. À part une ou deux exceptions, tout est vraiment adapté au milieu et donc finalement, on n'a vraiment pas besoin de beaucoup de soins. Et cette plante, donc l'origan de Syrie, en fait, c'est une double histoire assez amusante. D'abord, c'est le souvenir de ce séjour à Dubaï. Et en même temps, c'est l'histoire d'un pépiniériste. Alors, vous voyez, c'est une histoire généreuse. C'est l'histoire d'un pépiniériste dans le Luberon, un village du Luberon qui avait accueilli des réfugiés syriens. Et pour qu'ils se sentent bien, pour qu'ils se sentent accueillis, elle avait trouvé du za'atar qu'elle avait cultivé et elle l'avait planté à l'endroit où ils avaient été accueillis.
Donc ça, quand même, c'est une belle histoire. Et en fait, cet origan, il est assez différent et en même temps pas si différent de l'origan qu'on connaît, qui est l'origan qu'on met sur les pizzas, cet origan européen, avec quand même cette note très très fraîche, aromatique, avec une puissance. D'ailleurs, on est étonné quand on voit les toutes petites feuilles, de voir à quel point c'est une plante qui est puissante. Et puis, pour moi, ça restera toujours aussi une évocation du Liban, qui est un pays que j'adore. C'est un des premiers voyages au Moyen-Orient que j'ai fait. Et en fait, je pense comme beaucoup de Français, j'ai été touché par le pays. Et étant féru d'histoire aussi et d'archéologie, c'est un pays extraordinaire avec des gens qui ont une envie de vivre absolument folle. Donc il y a plein d'autres plantes qui sont ici très intéressantes. Il y a un joli prunier sauvage qui nous donne des petites prunes dont on a fait notre première confiture. Je me souviens de la première année quand on est arrivé ici. J'ai planté du safran aussi partout. Alors safran, c'est marrant parce qu'en fait, ça a une connotation assez orientale. On le trouve dans les parfums orientaux. Pourtant, c'est une plante qui est origine de Turquie et d'Europe, qu'on utilisait beaucoup comme condiment au Moyen-Âge. C'était une des rares épices ou odeurs épicées qu'on avait en Europe. Ça pousse extrêmement bien. On en voit des touffes, ça et là, mais ce n'est pas du tout la saison. Et puis aussi des iris qui viennent des Landes, avec un partenaire bien connu. Et une de mes collègues, Émilie Copperman, m'a gentiment rapporté un rhizome, et depuis, le rhizome est devenu ça. Et de ce plaît ici. Par contre, je vais conserver l'aspect ornemental, je ne vais pas le déterrer pour en faire du beurre d'iris. Et justement, dans ce jardin, est-ce que vous avez un objectif? Est-ce que vous avez envie de recenser le maximum? Est-ce que l'idée, c'est d'être exhaustif sur les plantes à parfum du pourtour méditerranéen? Alors, oui et non. C'est-à-dire qu'en fait, je n'ai pas du tout envie d'avoir une espèce d'encyclopédie des plantes à parfum. D'abord, il y a beaucoup qui demandent du soin. On est dans un jardin qui est un peu en libre expression, malgré le fait que j'intervienne beaucoup sur le jardin. Mon idée, c'est de créer un jardin qui soit parfaitement autonome, qui soit à la fois nourricier, donc en plantant par exemple des arbres de verger qui soient des espèces locales, que ce soit des plantes méditerranéennes qui soient totalement adaptées au climat, ou bien aussi de préserver tout ce qui pourrait favoriser la biodiversité. Je fais partie de pas mal d'associations de protection de la nature, comme la LPO ou la SPAS, et j'avais envie de faire de cet endroit non pas un sanctuaire, parce que j'aimerais bien qu'on préserve la biodiversité partout, et la nature n'a pas besoin de sanctuaire, il y a un côté un peu morbide dans le mot sanctuaire, mais c'est plutôt un endroit où, par un équilibre naturel, avec les insectes, les animaux, les plantes, chacun puisse trouver sa place, et parce que je suis parfumeur, que j'aime les odeurs par-dessus tout, de planter un maximum de plantes à parfum. Pas forcément des plantes qui sont utilisées dans la parfumerie, mais des plantes qui ont une odeur. Là, par exemple, si on continue sur la petite allée, on a replanté une allée de lavandins parce qu'ils étaient un peu vieux, ils faisaient du bois, donc on a décidé de replanter avec une espèce qui vient de Ferrassière, des lavandins locaux. On n'est pas en altitude ici, donc on ne peut pas planter de lavande. Donc le lavandin, c'est vraiment parfait. Et puis à côté du lavandin, alors comme si c'était peut-être un parfum un peu masculin, ça je ne l'ai pas fait exprès, mais voilà, si on pourrait l'imaginer, j'ai planté du géranium rosa, avec cette odeur très fraîche, un peu citronnelle, qui sent vraiment presque le lemongrass aussi. On peut imaginer un bon accord entre le lavandin et le géranium rosa dans un parfum masculin. Et si on va un peu plus loin, on a du thym, qui, comme vous voyez, a bien prospéré. Et avec ce thym qui sent le linalol, une autre molécule qu'on utilise beaucoup en parfumerie. Alors là, écoutez, on peut imaginer tête-cœur fond d'une fougère masculine. Vous voyez, le thym, par exemple, c'est quelque chose qui, naturellement, va prendre au cours du temps une place énorme. Aucune envie de le contrôler. En plus, il est à l'abri d'un arbre qu'on appelle la cade, qu'on utilise aussi en parfumerie, qu'on pyrogénise, donc on brûle. Sur le terrain, on a deux arbres qui sont liés, qui sont le genévrier et la cade, qui sont cousines. Et ça, c'est une cade. Voilà, on voit que les baies sont différentes. Donc, vous voyez, il y a des références à la parfumerie, même si les baies de la cade ne sentent pas. Mais c'est un arbre de parfum. Et puis évidemment, avec des figuiers que je n'ai pas plantés, mais qui étaient là. Et là encore, en parfumerie, c'est une inspiration majeure, la feuille de figuier. Pour les confitures, c'est l'idéal. Pour les confitures, c'est l'idéal. Il faut juste aller plus vite que les oiseaux, les insectes et tous les petits animaux qui adorent les figues. Et c'est comme la dîme, je prélève juste les 10% qui me reviennent et je laisse les 90% à la nature. Donc ça, c'est pas mal. Ça fait combien de pots de confiture, ça ?
Ça fait une bonne 50aine de pots de confiture quand même. J'ai eu la chance de vivre dans un environnement absolument magnifique, préservé quand je vivais en Bavière. J'ai travaillé en fait presque 10 ans en Allemagne pour une société qui s'appelle Drom. C'était ma première expatriation et en fait c'est un environnement que j'ai adoré. Souvent les gens rigolent quand je dis j'ai adoré l'Allemagne parce que c'est pas forcément une destination plaisir pour la plupart des gens. Et je dis ça avec toute l'affection possible en travaillant encore pour une société allemande qui a son siège à Holzminden, aussi dans une région boisée magnifique. Et j'ai vécu cette première expatriation vraiment de façon extraordinaire. J'ai eu la chance de vivre dans plusieurs pays, mais la première fois qu'on part, le premier pas qu'on fait en se disant on va aller travailler ailleurs, avec tout ce que ça peut comporter d'angoisse, en fait c'est extrêmement important. Une fois qu'on a fait ce pas, on peut aller habiter n'importe où. J'ai pris le train de nuit en fait pour voyager de Paris à Munich. J'avais envie que ce temps soit un peu long. Et donc je suis arrivé à Munich au petit matin. J'ai pu découvrir, je me souviens, c'était un samedi matin. Et voilà, c'était ma première expatriation extraordinaire, ma première aussi initiation à la parfumerie. À part mon apprentissage chez Sinarum, bien sûr. Et pour cette première société allemande, Drom, quelles étaient vos missions? C'est assez amusant de travailler dans une société qui est une société familiale, où vraiment l'ambiance est très particulière. L'entreprise était dans un petit village qui s'appelle Bayersbrunn. Très très vite, beaucoup de gens sont occupés de moi et m'ont intégré à leur équipe vraiment de façon très affectueuse. Au départ, j'ai été embauchée pour être évaluateur pendant un certain temps. Et dès qu'un poste de parfumeur junior se libérait, eh bien je pouvais accéder à la formation parfumeur junior. J'ai eu la chance d'avoir un poste de parfumeur junior qui s'est libéré au bout de 6 mois. Donc en fait, je suis devenu parfumeur junior assez rapidement. J'ai suivi une formation semi-académique avec beaucoup d'empirique et pas mal de théorique aussi, avec une parfumeur qui s'appelle Valérie Garnuche, qui est une très bonne amie à moi, qui travaille chez Givaudan maintenant. Et voilà, et qui m'a appris pas mal de choses sur la parfumerie. L'Allemagne, donc nous sommes en quelle année? J'ai commencé chez Drom en 2000. En 2000, d'accord, et vous y restez? Alors j'y reste jusqu'en 2005. Et puis ensuite, j'ai la chance, une fois ma première vie de petit parfumeur, de jeune parfumeur accomplie, de partir à New York, comme une espèce de, j'ose pas dire consécration, mais de remerciement ou de reconnaissance de la part de l'équipe et du directeur de Drom qui s'appelle Dr Ferdinand Storp, en me disant, voilà, tu es un parfumeur qui est capable de travailler sur n'importe quel brief, tu vas pouvoir partir aux États-Unis pour travailler ce qui était à l'époque notre plus gros client, qui était Avon. Ça composait à peu près 90% de mon temps de travail. Travailler avec un parfumeur génial qui était vraiment complètement atypique, qui s'appelait Jean-Louis Groby, un biker qui a fait le tour de l'Afrique en Harley Davidson, etc. Donc avec des cheveux longs extraordinaires, qui avait été bûcheron dans une vie antérieure, enfin quand même quelque chose d'assez atypique. Et avec 2 autres parfumeurs, Delphine Gel, qui est parfumeur chez Guerlain maintenant, et Valérie Garnuche, d'être un trio de parfumeurs qui travaillaient dans un superbe endroit à Tribeca, dans le sud de New York, dans un ancien magasin de matelas qui avait été transformé en studio. Nous étions à Ré de Rue, donc il arrivait très souvent que des gens rentrent pour nous demander ce qu'on faisait. Et on travaillait en open space dans un environnement magnifique. Et j'ai passé à New York les trois premières années de parfumeur entre guillemets accompli, dans un environnement absolument extraordinaire en termes inspirationnel. C'est un endroit où se crée alors peut-être un peu moins maintenant, mais à l'époque, le monde de demain ou au moins le monde contemporain. On avait l'impression que c'était le centre de notre monde. Parce qu'évidemment, maintenant on pourrait dire que c'est peut-être Shanghai, mais en tous les cas, le centre de notre monde occidental vraiment se trouve à New York. Et quand vous étiez là-bas, vous avez fait quel type de réalisation, quel type de création? Alors c'est très intéressant de travailler, moi c'est quelque chose que j'adore. J'adore travailler sur de la niche bien sûr, j'adore travailler sur des parfums abstraits et des parfums exigeants en termes inspirationnels ou créatifs. Et j'adore aussi travailler sur des parfums qui sont très commerciaux
Il y a une valeur énorme dans les parfums qui se retrouvent sous le sapin de Noël et qui sont offerts à la fête des pères. J'ai découvert une parfumerie qui est une parfumerie exigeante en termes d'appeal pour un plus grand nombre, en créant des parfums qui ont à la fois cette puissance, ces qualités techniques, ce côté, j'ose dire, sans bon, c'est-à-dire une façon accessible d'accéder au parfum, avec Avon, avec ce système de vente extraordinaire où des gens viennent chez vous dans votre intimité pour vous vendre un parfum. Et quand on parle de parfum, on parle d'intime. Donc, d'avoir travaillé pour Avon, c'était sans cesse. Il y a un exemple de parfum qui vous revient Tout va très vite. On a travaillé sur plein de choses. Je me souviens de parfums autour de Iron Man, d'Eric Jeter. Même je faisais aussi beaucoup de parfums, des shampoings, des gels douche à l'époque. Et donc, pas mal de choses qui ne doivent plus être au catalogue d'Avon parce que ça fait plus de 20 ans, mais qui étaient mon actualité et que je faisais avec beaucoup de plaisir. On arrive sur un parterre. Vous voyez, la qualité de la terre est vraiment médiocre. Plein de petits cailloux et de la terre vraiment sèche. Nous avons eu l'ambition de transformer cet endroit pour le transformer en jardin méditerranéen. Alors, d'inspiration un peu marocaine, ça saute pas forcément aux cieux tout de suite, avec cette idée d'avoir des palmiers qui, à terme, feront de l'ombre à des petits buissons de plantes aromatiques ou de plantes, par exemple, beaucoup de cystes. J'ai construit aussi pas très loin de mes mains, et j'en suis extrêmement fière. C'est pour ça qu'il ne faudra pas couper au montage le fait que j'ai construit 2 bassins absolument gigantesques dans mon jardin, de mes mains, ce qui a étonné tout le monde parce qu'on pense que les parfumeurs sont des gens un peu fragiles alors qu'on vit dans un monde hyper concurrentiel et souvent on a la peau dure. Et de construire de mes mains 2 bassins pour favoriser la biodiversité. Dans cette partie du jardin, quelque chose un peu inspiré des bassins mauresques, avec cette longueur, cette perspective, à terme qui donnera sur un petit salon marocain. Et puis un parterre avec des fortunes diverses, parce que en créant un jardin, ou du moins en agrémentant un jardin qui existait déjà, on a des succès et on en est très fiers, et puis aussi des déconvenus. Beaucoup de choses qui ont poussé, des cystes qui sont merveilleux, on a de la myrte, toujours un peu la référence à la Grèce, c'était un arbre sacré. On a des plantes, par exemple des cactus. Et puis d'autres choses, j'ai voulu planter du poivre Sichuan. Je peux vous le montrer si vous voulez. Vous allez voir au bout de 5 ans la taille de la chose. Ah oui, ça fait quoi? Ça fait 15 cm 15 cm. Chaque année, il meurt, ou il est moribond, et il reprend de la base. Et dans l'idée d'un jardin nourricier avec aussi cette idée de planter des plantes locales, un caprier, et qui, pareil, a le même aspect que le poivre de Sichuan ne pousse pas. Donc voilà, ça fait partie des échecs du jardin. Au jardin, il n'y a pas que des réussites. Oui, on tâtonne, on essaye, on tente. Et finalement, ça me fait un peu penser à votre métier, non? Effectivement, c'est vrai que ça, c'est quelque chose qui est assez incroyable. On visite beaucoup d'endroits, on rencontre beaucoup de gens, on vit des expériences, on en a une image précise. C'est-à-dire que dans mon esprit, j'ai l'odeur précise de la personne que j'ai rencontrée, de l'endroit que j'ai visité. Et ensuite, quand il faut le coucher sur le papier, ensuite, quand il faut créer la formule, et qu'on sent, là, il y a toujours un delta qui est quand même assez grand. Et si on prend en considération, effectivement, le fait que l'on ne travaille pas pour nous en tant que parfumeur, mais au service d'un client, d'une marque, d'une idée, effectivement, ça demande de remettre tous les jours son travail sur la table. J'ai eu la chance de travailler avec beaucoup de parfumeurs différents. C'est essentiel dans notre façon de créer. Il y a d'abord un élément qui est le temps. Souvent, on travaille sur des projets à long terme. Parfois, le développement d'un parfum peut prendre jusqu'à 2 ans. C'est difficile d'avoir de bonnes idées pendant 2 ans. Et c'est souvent à plusieurs qu'on va trouver les chemins qui vont mener au parfum gagnant. C'est aussi un échange, un apprentissage mutuel. Chacun a ses expériences, chacun a eu à résoudre des problèmes par lui-même. Je vais peut-être aller voir Suzy parce que je sais qu'elle a fait une meilleure rhubarbe que moi. Je vais peut-être voir Alexandra parce que je sais que pour tel ou tel client, elle a une pâte particulière qui va plaire. Et on va avoir peut-être une chance de gagner le parfum ensemble. Je vais voir Émilie ou Aliénor
parce qu'elles ont eu la chance de travailler sur un gros projet au Brésil ou bien aux États-Unis et m'apporter la connaissance particulière du pays. C'est essentiel de travailler ensemble, d'avoir une concurrence saine, bien sûr, c'est ce qui permet de se dépasser, mais dans une ambiance qui permet à chacun de créer dans des conditions sereines et bienveillantes. On a parlé du Moyen-Orient, on fait très facilement le lien quand même avec les odeurs, les parfums, il y a une culture vraiment là-bas. J'avais envie de vous demander, l'Allemagne, ça sent quelque chose? Ça sent quoi? L'Allemagne, ça pourrait sentir en fait finalement l'eau de Cologne, puisque l'eau de Cologne vient d'Allemagne et d'Italie. Mais en fait, assez curieusement, l'odeur de l'Allemagne, c'est une odeur très aromatique, avec des plantes qui viennent du pourtour méditerranéen, mais aussi de plus au nord en Europe. L'Allemagne, ça sentirait la sauge, ça sentirait le thym, ça sentirait des plantes qu'on utilise à la fois dans les remèdes de grand-mère, dont sont très fans les Allemands et se soignent souvent par les plantes. Et aussi parce qu'en Allemagne, on utilise beaucoup de notes conifères. On aime beaucoup tout ce qui est... On connaît tout ce concept du Wanderlust, avec l'odeur des pins, l'odeur de la nature. Je pense que l'Allemagne, c'est un pays très odorant. Et assez curieusement, je retrouve plein de plantes dans mon jardin, surtout les sauges. On a une petite collection de sauges qui me rappelle l'Allemagne. Tenez par exemple là, cette plante qui est parfaitement adaptée au climat méditerranéen, avec ces espèces de petits follicules sur la feuille. Donc là, c'est de la sauge, hein, c'est ça? Voilà, c'est de la sauge. Ah oui. Et alors, ça, par exemple, ça me rappelle vraiment l'Allemagne, quelque chose qui est consommé en très grande quantité, qui s'appelle le Salbeite, qu'on utilise à chaque fois qu'on est malade, qu'on est mal à la gorge, mal aux yeux, mal au nez. Et c'est vraiment une odeur typique de l'Allemagne. La sauge, c'est quelque chose qui est à la fois très aromatique, qui rappelle un peu l'absinthe ou qui rappelle les armoises avec cette note un peu amère, et en même temps une note animale qui rappelle presque... On parlait du cuir et de la fourrure tout à l'heure, avec une odeur animale qui rappelle un peu le cuir et la fourrure, voire la peau. J'adore utiliser de la sauge parce que c'est moins franchement frais, c'est un peu plus complexe, c'est très facetté. Si on compare par exemple à la lavande ou à l'eucalyptus, c'est une note qui est aromatique et en même temps qui est une note un peu plus de fond. Et j'adore faire des parfums qui finalement ont beaucoup de fond, sans jeu de mots. Ce sont des parfums qui sont texturés. Moi, j'adore la texture dans les parfums. Alors, je pense qu'il y a quelque chose de multisensoriel dans les parfums. L'odeur, évidemment, la vue qui grâce au flacon, grâce au packaging, le toucher toujours grâce au flacon et le toucher du verre. Mais aussi, il y a quelque chose qui est de l'ordre du toucher dans la texture d'un parfum. Et c'est vrai que j'adore les parfums qui sont texturés. J'ai trouvé un grand... champ d'investigation et de jeu quand j'étais au Moyen-Orient, parce que c'est vrai que c'est une des régions du monde où on aime les parfums les plus charpentés, les plus puissants. J'adore faire des parfums qui sont puissants, en partant du principe que si on fait un parfum, c'est pour qu'il soit senti. Et donc, vraiment, en travaillant au Moyen-Orient, j'ai appris à avoir cette patte, cette puissance, quelque part parfois un peu rustique. Je l'assume, c'est-à-dire une envie de faire cohabiter des blocs qui sont parfois un peu francs et qui sont un peu peut-être la marque de ma parfumerie. Parfum dit féminin, parfum dit masculin, est-ce que vous avez une préférence? Aucune préférence. Moi, je suis en tant que parfumeur au service de l'odeur, alors quelle que soit l'odeur. J'aime faire des parfums qui soient des parfums exigeants en termes de création, des parfums de niche. En même temps, j'aime aussi faire des parfums qui soient plus accessibles. C'est pour ça qu'un des parfums qui était un des premiers succès que j'ai eu quand je suis arrivée à Paris, en collaboration avec Alexandra Carlin, c'est un parfum pour Davidoff, qui s'appelle Run Wide, qu'on a développé avec l'équipe de Coty avec un énorme plaisir. C'était vraiment sympathique. Et on a travaillé sur le masculin avec cette force d'évocation d'une nature un peu brute. Dans le brief original, il y avait un homme nu qui courait avec des loups dans une forêt. Ça exaltait quelque chose de très naturel, de très dynamique, etc. Et par exemple, si vous voyez là, il y a de l'hysope dans le jardin. C'est de l'hysope blanche, il y a de l'hysope de plusieurs couleurs. Et en fait, les feuilles ressemblent un peu à de la lavande. Pourquoi? Parce que c'est un peu l'ancêtre sauvage de la lavande. C'est très proche botaniquement de la lavande. Et même dans l'odeur, ça a quelque chose d'extrêmement frais, dynamique. Même ce petit côté champignon de la lavande. Oui. Et ça, j'adore exploiter ce côté lavande, ce côté vraiment ultra frais dynamique dans des créations
dans des créations masculines. On parlait du Runwald. J'ai aussi eu la chance l'année dernière de faire un parfum pour Cristiano Ronaldo, qui s'appelle CR7 Origins, qui parlait de ses origines. Pour Cristiano Ronaldo, oui. Le footballeur. Le footballeur, avec un parfum qui marche très très bien et qui surtout, et c'est amusant, et là j'ai fait beaucoup de jaloux, même si je ne suis pas du tout un footeux, qui m'a permis de passer une journée à Lisbonne et de rencontrer Cristiano Ronaldo pour tourner un petit clip avec lui de promotion du parfum. Et alors, le parfum de Cristiano Ronaldo, il sent quoi? Alors, en fait, la note assez particulière, c'est que Cristiano Ronaldo vient de Madère. Et à Madère, on utilise de la baie, de l'essence de baie, donc cette épice particulière qui sent un petit peu le clou de girofle, le génol, un peu qui sent ce qu'on appelle allspice, un peu un mélange d'épices. Et donc, on a commencé à construire le parfum autour de cette histoire et de cette idée. Et puis ensuite, on a créé une fougère assez efficace, fraîche, voilà, qui correspondait très très bien à la demande du client. Il est beaucoup intervenu, Cristiano? Oui, alors, c'était amusant parce qu'en fait, il a senti à plusieurs étapes. Et d'ailleurs, une des étapes, c'était pendant le confinement. J'étais dans ce jardin à tourner une petite vidéo pour présenter mon parfum. Et en fait, ça a été un peu clé dans le choix du parfum, parce que je crois qu'il a bien aimé mon jardin. Et il avait bien aimé aussi le fait que je sois en pleine nature. Et voilà. Donc ce jardin, c'est aussi un atout séduction, en fait. Ah oui, alors là, complètement. Moi, parfois, je me dis que c'est un peu comme ces chefs, vous savez, qui développent tous un potager avec quelques plantes aromatiques, quelques fleurs. On est sûr que c'est pas l'ingrédient principal de ce qu'on va manger. Mais l'idée d'avoir le chef qui est en lien avec la nature, c'est quelque part rassurant. Et je pense que malgré le fait qu'on crée des parfums à partir de molécules qui venaient dans le passé principalement du pétrole et qui viennent de plus en plus de sources renouvelables, d'avoir toujours en tant que parfumeur ce lien avec les vraies choses, avec la nature. Je disais, on évolue tous plus ou moins dans des milieux urbains. Parler d'un mimosa, parler d'une lentisque, parler d'un poivre Sichuan, il faut les sentir dans la nature, il faut les avoir vus dans la nature, il faut avoir compris dans quel environnement ils poussaient pour pouvoir ensuite les utiliser dans un parfum. Et c'est un endroit où vous venez régulièrement? Vous venez à quel rythme ici? J'habite dans un quartier qui est extrêmement touristique. J'habite à Montmartre, proche de la rue des Abbesses. Je vis dans cet environnement urbain qui me convient, mais très très bien. C'est, je dirais, un peu mon environnement naturel. Mais j'ai besoin pour équilibrer ce trop-plein de quelque chose où je peux exprimer des silences, on peut être à un tempo beaucoup plus doux. Et donc j'adore venir au jardin peut-être tous les 15 jours. Vous êtes combien à être ici et à prendre soin de ces lieux? Alors, entretien, pas vraiment, mais beaucoup de conseils, beaucoup de gens qui interviennent pour nous donner, nous ouvrir les perspectives et nous partager leur savoir-faire. On a par exemple Nadir qui est un garçon exceptionnel et qui nous aide pour les murs en pierre sèche, les restanques, etc. Des personnes un peu plus âgées qui ont une connaissance du végétal, principalement des arbres fruitiers et un amour du partage qui fait qu'on y prend beaucoup de conseils aussi, des pépiniéristes. Mon mari qui est fleuriste et qui a une connaissance intime des plantes. On n'arrive jamais à rien tout seul, on n'arrive jamais à créer un grand projet tout seul. Là, par exemple, on évolue dans une prairie qui est en fait assez rare. On a la chance d'avoir un groupe d'amoureux de la nature qui vient pour faire l'inventaire floristique et l'inventaire des insectes du jardin. Ils viennent à peu près tous les ans et demi, tous les 2 ans. Et en fait, des prairies sèches comme celle-là, il y en a peu en Provence. C'est pas exceptionnel, mais c'est un milieu extrêmement riche parce qu'en fait, tous les milieux sont transformés par l'homme et on perd un peu des espèces qui sont des espèces qu'on considère communes, mais qui n'ont plus l'espace pour s'exprimer. Et là, ce qui est intéressant, et c'est un peu aussi ce qu'on fait en parfumerie, sans faire de lien facile, on met des choses qui viennent du monde entier. On a un poivre qui va venir de Chine ou du Népal, qu'on va mettre avec de la bergamote qui va venir d'Italie. Il y a quelque chose d'un peu artificiel dans tout ça. Dans la nature, jamais la bergamote et le poivre du Népal se rencontreraient. Et là, dans cette prairie, parce qu'elle a servi de pâturage à des chevaux pendant extrêmement longtemps, on retrouve plein d'espèces locales, donc naturelles, indigènes, et plein d'espèces fourragères
qui font maintenant partie du paysage, des trèfles, plein de sortes de céréales. Et je trouve que c'est assez joli. Ça ne me viendrait pas à l'idée d'enlever les plantes qui ne seraient pas locales dans une espèce d'idée de recherche de pureté. C'est illusoire, on fait partie de la nature, on l'a transformée depuis tellement longtemps. Tiens, par exemple, ça c'est une abeille charpentière. Une grosse abeille noire, hein, c'est ça? Ouais, c'est ça. Beaucoup d'espèces d'abeilles parce qu'en fait, beaucoup de floraisons. Un criquet géant, par exemple, vous l'avez vu là? Regardez, il est là. Ah, mais il a disparu. Il faut être rapide quand on regarde la nature. Et en fait, oui, il y a une richesse de la biodiversité qui est très importante. Moi, je trouve que c'est très important, quand on est parfumeur, de ne pas laisser ses convictions au vestiaire. J'essaye aussi, dans ma parfumerie, d'implémenter des choses qui me sont chères. Alors, c'est dans l'air du temps, c'est vrai. Ça me faisait partie un peu de mes préoccupations depuis très longtemps, mais de faire un peu une parfumerie un peu plus responsable. Si j'ai bien compris, dans ce jardin, vous êtes très peu interventionniste. Il y a cet esprit permaculture, hein, où tout s'équilibre finalement. Donc il n'y a pas de légumes, pas de jardin potager. Non, alors ça demanderait d'habiter sur place parce que les légumes demandent beaucoup de soins. Et on est dans un environnement, comme vous le voyez, avec une forêt tout autour. Voilà, une forêt de pins, une forêt qui sent délicieusement bon, avec ces arbres qui sont un peu cuits au soleil. On sent cette odeur de fir balsam. D'ailleurs, je travaille actuellement sur un parfum autour justement du fir balsam comme note aromatique principale. Et là, on le sent très fort. C'est un peu aussi l'odeur des vacances, non? Cette odeur de pin maritime. Oui, ça rappelle certaines forêts de la côte atlantique, effectivement. Ouais. Et donc, pas vraiment en permaculture, mais plutôt de façon sensée. C'est-à-dire ne pas planter de plantes qui ne pourraient pas survivre à la sécheresse, qui demanderaient un arrosage permanent, ou bien de plantes qui seraient pas assez puissantes, pas assez fortes pour survivre dans un environnement concurrentiel, puisque la nature est très concurrentielle. Il n'y a pas de gentils, il n'y a pas de méchants dans la nature. Tout le monde vit dans une espèce de symbiose. Malgré tout, il y a des plantes qui sont plus puissantes que d'autres. Et là, on voit par exemple cette année, il y a énormément de forbes, plantes sauvages qui sont assez jolies, d'un vert un peu tendre là. Oui, pas très haute là. Et en fait, elles ont prospéré cette année parce que l'année dernière a été extrêmement sèche. Et d'autres plantes ont moins prospéré cette année. Par exemple, on a eu beaucoup moins d'orchidées parce que pas assez d'eau. Et tout à l'heure, je vous parlais des légumes. J'avais une petite idée derrière la tête, c'est que Symrise a développé toutes ces nouvelles matières premières autour des légumes. Et je voulais vous faire réagir à ce sujet-là. C'est un nouveau terrain d'exploration. Ça représente quoi? C'est un peu la facette scientifique de la parfumerie. C'est-à-dire que quand j'étais à l'école, à l'ISIPCA, il y a 25 ans, on nous avait appris à faire une pêche artificielle, on nous avait appris à faire une pomme artificielle, on nous avait appris à donner une odeur de concombre artificielle, parce qu'on n'avait aucun extrait naturel. Et à l'époque, on nous disait non, mais jamais en parfumerie il y aura d'extrait de plantes légumes ou de plantes fruits, à part le bourgeon de cassis et quelques exceptions. Et grâce à des technologies qui sont issues des arômes, par une espèce de synergie qui fait que dans des grands groupes comme Symrise, on a la chance d'avoir des filtres UV, des arômes alimentaires, des ingrédients cosmétiques, etc. C'est quelque chose qui est très fort dans la parfumerie contemporaine, c'est de se dire, voilà, le parfum, bénéfice émotionnel, le parfum rend beau, le parfum fait du bien, le parfum c'est un prolongement de ma personnalité, et en même temps, le parfum c'est se protéger de la pollution, se protéger des UV. Le parfum, c'est à base d'eau parce que moins agressif pour la peau, etc. Et les Symtrap, c'est un peu une révolution quelque part en termes de parfumerie parce que ce sont des extraits qui sont upcyclés, donc qui viennent entre guillemets de déchets et qui sont utilisés de la façon la plus noble possible dans de très belles fines fragrances pour donner un aspect. Alors, par exemple, on a un Symtrap banane qui est délicieux, qui sent vraiment la banane mûre, enfin c'est un bonheur, ou alors un Symtrap fraise qui rappelle vraiment la fraise bien mûre, fraise de Carpentras, d'ailleurs c'est une petite ville qui est juste à côté d'ici, et c'est une révolution dans la parfumerie. Qu'est-ce qu'on peut utiliser d'autre par exemple? Je sais qu'il y a l'ail notamment. L'ail, on peut vraiment l'utiliser Oui bien sûr, on ne l'utilisera jamais autant qu'on utilise la fraise.
pour des raisons évidentes de compatibilité avec les structures, avec des idées, etc. Mais quand on fait des fruits tropicaux, beaucoup de fruits qui viennent du sud-est asiatique qui ont cette odeur aliacée. Aussi, on imagine quand on nous donne une nouvelle matière première en parfumerie, au départ, évidemment, on imagine tout de suite une façon assez, entre guillemets, autoroute de l'utiliser. On a une nouvelle matière tonka, on va l'utiliser en compagnie ou en collaboration avec la coumarine, avec de la vanilline, créer peut-être une nouvelle forme ambrée. Puis on découvre qu'il y a une petite facette qui sent chlorée, une petite facette qui est aromatique. Et au fur et à mesure qu'on prend possession de cette nouvelle matière première, on découvre des nouvelles facettes et on les utilise différemment. Là, on a vraiment une plante qui est vraiment intéressante au niveau olfactif. C'est une sorte d'hélichrysum qui est bien peuplé par plein d'insectes, qui a une odeur vraiment très très particulière. Je vous laisse la découvrir. Ah, on dirait... ça me fait tout de suite penser à de la cuisine, à un bon plat. C'est pas très loin des mélanges de type curry. C'est exactement ça. On appelle ça donc l'hélichrysum curry dans la vie de tous les jours. C'est extraordinaire le curry en fait. C'est un mélange d'épices avec des épices qui viennent vraiment du monde entier, que des peuples dans des endroits très différents du monde, que ce soit dans les Caraïbes, en Inde ou à La Réunion, en Afrique, se sont appropriés avec des tonalités différentes. Ça pourrait être peut-être une petite allégorie de la façon dont je formule, avec des influences qui viennent de tous les endroits où j'ai habité. Ça s'est vu principalement quand j'ai commencé à travailler à New York. On a évidemment à Paris beaucoup de mixité, on a à Paris beaucoup d'influences depuis toujours qui viennent d'ailleurs. D'ailleurs, je travaille en ce moment sur une odeur de thé à la menthe qui est un peu inspirée du 18e arrondissement quelque part, avec la forte présence maghrébine, etc. Et puis cette idée aussi du thé à la menthe comme boisson d'accueil, etc. Mais c'est vrai qu'à New York, on découvre un monde absolument incroyable où tout le monde est moitié philippin et moitié cubain, moitié irlandais, etc. Et en fait, finalement, personne n'appartient à ce monde, tout le monde s'y sent bien ensemble. Et en fait, oui, peut-être que j'ai, de tous les endroits où j'ai habité, recueilli quelque chose, et que dans ma parfumerie, il y a quelque chose, la puissance par exemple, ça pourrait venir de Dubaï, cette espèce de verticalité avec cette envie d'avoir de la projection dans les parfums. Oui. J'ai sûrement appris à New York, comme on en parlait tout à l'heure, certaines commercialités. L'idée de faire des parfums qui soient adaptés à... J'ai utilisé ce mot déjà plusieurs fois, mais au service d'eux, oui. Avec l'envie de faire quelque part un produit avec la plus haute exigence possible créative et qualitative, malgré tout quelque chose qui va se vendre. Parce que je trouve que c'est vraiment... c'est aussi la finalité du parfum, c'est trouver son public. En Allemagne, j'ai pu développer, c'était mes premières années d'apprentissage, c'est là où on construit un petit peu ses connaissances. Finalement, les connaissances, on apprend tout le temps, mais dans les premières années de l'école de parfumerie et d'expérience de jeunes parfumeurs, c'est vraiment là qu'on accumule un savoir dont on va se servir toute la vie, parce qu'on a du temps. On se donne le droit à l'erreur. On a l'ambition de faire un parfum qui est à peu près équilibré, qui sent à peu près bon. Donc cet à peu près permet d'avoir aussi un peu de recul par rapport à ses propres créations. Et donc voilà, donc peut-être différentes facettes techniques et des facettes créatives inspirées de tous les pays où j'ai vécu. Et puis Paris maintenant, qui est en termes d'exigence olfactive, en termes de complexité, en termes de profil olfactif, sûrement la ville où développer un parfum est le plus challenging. Là, on se retrouve devant une plante qui vient du sud de l'Espagne, qui a des feuilles extrêmement brillantes. Alors, je ne sais pas si vous la reconnaissez. J'ai eu la chance d'aller déjà en Andalousie, donc on dirait c'est le cyste, c'est ça ? Voilà, c'est Cyste labdanum. C'est une plante absolument extraordinaire qui a développé un stratagème pour survivre dans des chaleurs qui sont encore plus extrêmes que celles de Provence. Aujourd'hui, je crois qu'il fait 30 degrés, mais en Andalousie, il peut faire beaucoup plus chaud. Cette espèce de gomme qui sent délicieusement bon. Là encore, une référence au cuir. Si on prend une feuille, il y a une odeur qu'on peut décrire comme ambrée, que j'ai utilisée par exemple dans un parfum que j'ai fait il y a
pas très longtemps pour une marque qui s'appelle l'Orchestre Parfum, le parfum s'appelle l'Ambrocello, et qui utilise vraiment différents aspects du cyste, parce que, comme vous le savez, on peut avoir différents extraits qui viennent du cyste, des essences, des absolus, des fractions pyrogénées. J'ai eu la chance de faire ce parfum avec Pierre Guggen, qui associe toujours des musiciens ou des interprètes avec des parfumeurs. Et sur ce projet en particulier, j'étais avec Gauthier Capuçon, D'où le cello. D'où le cello, et qui a donné son avis sur le parfum, et qui a une influence sur les derniers petits retravaux à l'appartement Symrise et du parfum. Et alors là, j'ai un peu menti à la plante, parce qu'en fait, je disais, Vous leur parlez? Non, je parle pas aux plantes, mais sûrement qu'elles m'ont quand même compris. En fait, toutes les plantes sont adaptées ici à un terrain plutôt austère, un peu calcaire. Il y a 2 plantes que j'avais envie d'avoir, qui sont des plantes de parfumerie, qui ne poussent que sur terrain acide. Je leur ai un peu menti, en leur donnant ce dont elles avaient besoin autour d'elles, pas qu'elles se développent trop. En particulier donc le cyste qui pousse dans un terrain acide. Vous voyez, j'en ai planté quand même un certain nombre. J'avais vraiment envie de l'avoir ici. Et un mimosa qui vient du Tanneron, que j'ai ramené tout petit en container du sud de la France, alors que je visitais les montagnes couvertes de mimosa, et qui depuis a prospéré de façon extraordinaire pour devenir un arbre que vous avez vu à l'entrée, et qui lui aussi aurait besoin d'un terrain qui est bien différent de celui-là. Donc ça veut dire que par exemple pour le cyste, vous avez accompagné, quand vous avez planté les arbustes, vous avez mis une terre, c'est ça? Voilà, une terre acide, terre de bruyère, et j'entretiens chaque année l'acidité du sol avec des compléments qui continuent à leurrer la plante. On a de la chance parce que la plupart des plantes aromatiques, des plantes de parfum, poussent dans des climats qui sont plutôt des climats chaud, méditerranéen. Il y a quand même un rapport entre la chaleur et le parfum. Et donc, il pousse très bien sur le terrain calcaire, donc pas besoin de faire d'efforts particuliers. Mais dans ce cas précis, j'avais vraiment envie d'avoir du Cystolabdanum. Si vous voulez, là, un peu à l'abri, on a 3 sortes d'armoises différentes. Et là, c'est vraiment aussi une note que j'adore, l'armoise. On parlait de puissance tout à l'heure, puissance des notes aromatiques. Et en fait, la puissance des notes aromatiques, on l'a vraiment avec l'armoise. Là, je la froisse un peu entre mes doigts. Là, je vous donne une sorte d'armoise. Vous faites déjà un petit parfum, là. L'armoise Artemisia, c'est une famille extraordinaire. Il y a aussi l'absinthe qui se trouve dans cette famille. Là encore, j'ai lancé le mois dernier un parfum qui s'appelle Liqueur BPM, qui est basé sur des odeurs un peu de produits booster de créativité, on va dire. Et l'absinthe faisait partie des ingrédients principaux. J'aime ce côté amer, l'amertume. Je trouve que même en cuisine, c'est quelque chose qu'on n'explore pas assez. On sait dans la nature que l'amertume, elle est liée souvent à des choses qui sont poison. Donc en fait, on apprend des petits à ne pas aimer l'amertume parce que l'amertume est liée à des produits qui sont dangereux. Et en fait, par exemple, en utilisant de l'absinthe, en utilisant certaines molécules qui rappellent le pamplemousse, on peut accéder à cette amertume. Et comme on est dans une mode des parfums sucrés, avoir un peu d'amertume pour casser la sucrosité, c'est assez formidable. Si on voulait faire une Cologne, par exemple, pour supporter un peu cette chaleur, on l'associerait à des notes citrus, évidemment, à des bois clairs, peut-être un peu de cachemiran. Mais par contre, on pourrait l'utiliser en opposition, puisqu'on peut, à mon sens, faire des parfums qui sont un peu impressionnistes avec des juxtapositions qui s'entremêlent, ou bien des choses qui soient un peu plus violentes. On peut l'associer à des notes extrêmement chaudes. On avait par exemple tout à l'heure le Cystolabdanum. Cystolabdanum et armoise, ça marche très très bien. Une autre plante extrêmement intéressante du jardin, et là encore ça évoque la Méditerranée dans ce qu'elle a de plus symbolique, c'est en fait le lentisque pistachier. Très difficile de trouver des plants de galbanum qui a cette odeur verte assez caractéristique et qui vient des rangs. Par contre, la lentisque qui a une odeur un peu similaire, avec ce vert un peu petit pois, c'est une plante méditerranéenne qui est parfaite. Et j'avais aussi envie d'en avoir de façon structurante dans le jardin pour faire des haies. Ça rappelle aussi une référence un peu grecque. On utilise en Grèce, de la mastika. C'est une espèce de résine
de lentisques pistachiers pour faire par exemple de la retsina. Je ne sais pas si vous avez déjà goûté de la retsina. C'est un vin blanc, en général de qualité vin de table, qui est parfumé à la lentisque de Chios. Et la lentisque, c'est vraiment l'odeur de la nature concentrée avec ce verre extrêmement astringent, un verre qu'on utilisait dans les très très vieux parfums. À l'époque, on n'avait pas beaucoup de matières premières aromatiques. On utilisait beaucoup le galbanum comme note verte. On n'avait pas encore toute la palette de molécules chimiques avec des verres concombres, avec des verres sève, avec des verres pommes, etc. Et on utilisait beaucoup le galbanum. Dans cette partie du jardin, on est vraiment immergé dans cette odeur de sève de pain, évidemment exacerbée par la chaleur, et puis par aussi la force aromatique des pins, parce que quand même le pain, c'est assez extraordinaire en termes de source, de précurseur pour toutes les molécules qui nous servent en chimie verte. Et alors cette chimie verte, là, qu'est-ce que ça vous inspire et c'est quel terrain pour vous de création ? Pendant longtemps, on a été extrêmement limité lorsqu'on voulait faire des parfums naturels. C'était des parfums qui sentaient beaucoup un peu l'aromathérapie, avec ce côté un peu vieille recette, ce côté un peu parfum médiéval, avec pas beaucoup de subtilité, pas beaucoup de facettes. Grâce à ce qu'on appelle la chimie verte, c'est-à-dire le fait de prendre souvent de l'essence de térébenthine, donc qui vient des pins, comme précurseur de molécules naturelles. On a une autre stratégie, c'est de remplacer à la palette des molécules connues avec un profil qui est un peu plus subtil, par exemple le linalol, l'acétate de benzyle, l'acétate de linalyle, que sais-je, par une version qui soit issue de la nature, alors qu'auparavant c'était issu de la pétrochimie. Et on a beaucoup de projets dans ce sens. Je dois dire que j'y participe avec grand plaisir. Je trouve que c'est important, on en parlait tout à l'heure, d'être dans son temps. Le parfum, c'est un produit social aussi, c'est un produit qui fait partie de son époque. Notre époque veut de la naturalité, avec des profils olfactifs qui soient malgré tout agréables. Et grâce au pain, là on est entouré de cette odeur délicieuse de pain. Grâce au pain, on a des forêts qui sont gérées de façon renouvelable aux États-Unis et qui nous servent de source à cette palette verte. Et là, très récemment, on a travaillé pour une marque très exigeante en termes de profil olfactif sur des parfums 100% naturels, avec un profil olfactif, je dirais, classique. Et ça, je trouve ça assez extraordinaire de pouvoir avoir une empreinte qui soit beaucoup plus faible sur la nature. Je ne développerai pas mon jardin dans cet esprit et en même temps, je retournerai au travail sans prendre avec moi un peu de ses convictions ou un peu de ce que j'applique au jardin. Vous venez d'écouter un podcast by Né. Retrouvez cette émission sur podcast.byné.com et sur les plateformes habituelles.